Alors dans ce chapitre, on va essayer de régler un problème concernant nos différentes dépendances. Histoire de bien organiser notre code, tout au long de cette formation, on va séparer notre code dans des classes qui ont des rôles relativement simples. Ça permet d'éviter de mélanger tout et d'avoir un code qui est propre et bien organisé. Un des problèmes de cette manière de travailler, c'est qu'on se retrouve avec parfois des classes qui vont dépendre d'autres classes, qui vont dépendre d'autres classes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas forcément pratique pour s'organiser. Donc pour éviter ce problème-là, on va avoir besoin d'utiliser un container d'injection de dépendance. Globalement, on peut imaginer ça comme un gros tableau qui contiendrait en clé un index et en valeur une manière de construire une classe. Par exemple, on pourrait s'imaginer créer une variable container et on lui dirait, par exemple, quand je veux le renderer, voilà la fonction que tu dois exécuter. Et ensuite, dans cette fonction-là, je retournerai une instance de mon renderer interface que je construirai d'une certaine façon. Et je construirai comme ça un gros tableau qui expliquerait comment je pourrais charger mes différentes dépendances. Donc c'est un exemple ici, mais on va pouvoir faire ça de manière beaucoup plus propre. On a besoin donc d'un container. L'avantage du container, c'est que c'est quelque chose qui a déjà été normalisé par le PSR 11. Donc globalement, c'est une interface qui est relativement simple et qui ne contient que deux méthodes. Une méthode get, on lui passe un ID et ça nous retourne une instance. Et as, on lui passe un ID et ça nous retourne oui si effectivement on a dans le container la classe qui est déjà chargée et false sinon. Par exemple, si j'ai besoin d'un renderer à un endroit, ce que je vais faire plutôt que de devoir l'injecter tout au long de mon application, c'est dans mon module blog, au moment où j'en ai besoin, je pourrais faire appel au container et lui demander de récupérer le renderer. Donc, par exemple, je pourrais faire ici, donc soit au niveau du constructeur, soit quand j'en ai besoin. Bon, là, on va le faire directement au niveau du constructeur. Mais je pourrais lui dire, je veux récupérer le container, on ne sait pas encore d'où il sortirait, et j'aimerais bien récupérer la clé renderer. Et ça me donnerait mon instance du renderer. Et on pourrait faire ça avec tout un tas de classes dans mon application. Donc ce container, il va falloir le créer. Donc on a deux choix, soit on le crée nous-mêmes, soit on utilise quelque chose qui existe déjà. Donc au niveau des containers, il y en a pas mal qui existent. Donc il y a PHPDI qui est mon petit favori parce qu'il est plutôt simple. On a Pimple qui est donc un système qui permet de gérer les dépendances. Alors ça utilise plutôt un système de tableau. Moi je suis moins fan, mais c'est pas mal répandu. Ça ressemble vraiment à l'exemple que je vous avais donné. On initialise le container et ensuite il suffit de dire dans cette clé-là, voilà la fonction pour initialiser entre guillemets notre classe. Après on a aussi AuraDI qui est un système que je n'ai pas du tout testé et on a aussi le Zend Service Manager. Il y en a pas mal. Moi j'ai choisi PHPDI parce qu'il est relativement simple et il va nous permettre de résoudre à peu près toutes les problématiques et il intègre un système de fusion de configuration, donc c'est pas mal. Mais après, si vous le souhaitez, vous pouvez changer de container, c'est pas forcément problématique, sachant que ces 4 containers là utilisent la convention du PSR 11. Donc si on en change, on n'aura pas forcément des tonnes et des tonnes de problèmes. Ce qu'il faudra changer en revanche, et ça vous n'avez pas le choix, c'est la méthode de configuration. Parce qu'entre ces différents services, on a des manières de configurer qui sont différentes. La première étape pour utiliser PHPDI, c'est évidemment de le charger. Donc au niveau de mon projet, je fais un coup de composer require phpdi/phpdi. Une fois inclus, je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Donc si vous n'avez jamais travaillé avec PHPDI et que vous voulez un petit peu mieux comprendre de quoi il en retourne, je vous invite à regarder le tutoriel sur le sujet. Ceci étant dit, toutes les informations sont dans le Getting Started et dans la documentation. La première étape, ça va être de construire un builder. Le builder, c'est la classe qui va nous permettre de construire la configuration qui servira au container. Donc globalement, ça fonctionne en deux lignes. Donc au niveau de mon index.php, je vais construire un builder en faisant builder égale new container builder. Et ensuite, à partir de ce builder, on pourra construire un container en faisant la méthode build. Donc là, je récupère mon container. Alors en l'état, ça ne sert à rien, il va falloir lui ajouter un fichier de définition. C'est un fichier qui va expliquer à mon container comment fonctionner. Donc au niveau du builder, je fais builder add definition et je vais lui rajouter une définition. Et cette définition, on va s'imaginer la mettre dans un dossier config qui se situe à la racine. Donc je remonte d'un cran, donc je fais un dir name du dossier courant. Et ensuite, je vais aller dans le dossier config et je vais charger le config.php. Au niveau de ce fichier de configuration, je vais définir mes différentes dépendances. Donc je vais dans le dossier config et je vais créer un nouveau fichier config.php. Ce fichier n'a pas besoin d'être très complexe, il doit simplement retourner un tableau. L'avantage, c'est que ce tableau va nous permettre de définir les différentes dépendances. Par exemple, lorsque j'ai besoin d'un renderer,
je vais pouvoir lui dire il faut que tu initialises ça. Et voilà le chemin vers les vues. Donc là, je vais juste recopier ça. Je vais maintenant mettre une clé renderer. Et lorsque renderer est appelé, je vais avoir une fonction. Cette fonction prendra en paramètre une instance du container. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et elle se contente d'expliquer comment construire notre objet. Donc nous ici, on enlève cette partie-là et on va plutôt la mettre dans notre système de container. Maintenant, lorsque j'ai besoin de mon instance de renderer, je peux faire container get la clé renderer, clé que j'ai configurée du coup dans la partie définition. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que l'on appelle renderer, ça ne réinstancie pas les choses. La première fois qu'on lui demande, ça l'instancie. Par contre, la seconde et la troisième fois, ça récupérera l'instance qui a déjà été créée. On a une autre méthode, qui est une méthode qui n'est pas forcément une méthode qui se situe dans le PSR, qui est la méthode make, qui elle permet de forcer la création d'une nouvelle instance. Mais nous, on veut juste récupérer comme ça le renderer. Renderer que l'on pourrait passer plus tard à notre application. Mais pour l'instant, on va simplement se contenter de le débugger en faisant un var dump puis un die. Si je me rends maintenant sur ma page, donc c'était localhost 2.8000, j'obtiens bien mon instance de Twig renderer. Là où c'est intéressant, c'est que plutôt que de mettre une clé qui est une clé un petit peu arbitraire, on peut plutôt lui préciser une clé qui serait le nom de la renderer interface. Donc on va lui dire, si j'ai besoin d'une renderer interface, voilà l'implémentation que tu dois utiliser. Donc au niveau de mon get, plutôt que de lui passer la clé renderer, je peux lui passer le nom de l'interface. C'est un petit peu plus naturel. Globalement, ça veut dire, au niveau de mon container, charge-moi une instance du renderer interface. Je me fiche de l'implémentation parce que je sais que je vais avoir une renderer interface et c'est le container qui va déterminer l'implémentation à fournir. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de séparer les choses. Par exemple, on peut s'imaginer avoir ici une propriété config.view_path. Et là, on lui donnerait le chemin. Et le chemin, ça serait directement ça. L'avantage, c'est qu'après, je peux récupérer cette clé-là. Donc au niveau de ma fonction, je récupère le container, qui est une instance d'une classe qui implémente la container interface, donc l'interface du PSR. Et si j'ai besoin dans le Twig renderer du chemin de la vue, je peux faire container get config.viewpath. Alors en l'état, on peut se dire ça complique un petit peu les choses et je suis totalement d'accord avec vous. Mais l'avantage, c'est que ça va permettre quelque chose de plutôt puissant. Si je réactualise, ça donne toujours la même chose. PHPDI peut avoir plusieurs fichiers de définition. Par exemple, je vais lui dire de charger en plus un fichier config.php qui serait à la racine, que je mettrai donc à cet endroit-là. Ce fichier configuration.php, pour l'instant, il retourne un tableau vide. Donc je fais php return et je return simplement un tableau qui ne contient rien. Si j'actualise, ça ne change rien. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut redéfinir des clés. Je pourrais me dire, le config viewpath, ça serait un chemin qui serait complètement différent. Donc ça serait le dossier actuel, suivi d'un slash, suivi de /test. Et je mettrai un chiffre. Bon, c'est volontairement quelque chose qui devrait échouer. Si maintenant je réactualise, les vues ne sont plus chargées dans le dossier views, mais bien dans ce dossier test2. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que dans configuration, on va mettre la configuration générale de notre projet, et dans ce fichier de config.php, qu'on ne versionnerait pas du coup, on pourrait avoir des configurations spécifiques. Par exemple, si un développeur travaille avec une base de données qui a un certain nom et un autre a une autre base de données, il pourrait réécraser une propriété de configuration à cet endroit-là. Et ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, je ne suis pas forcément fan de l'idée de me compliquer la vie ici et d'avoir tout ce système pour dire voilà comment tu dois initialiser le Twig renderer. Donc on a deux solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est de lui dire lorsque tu as besoin d'une instance du renderer interface, et je vais importer cette classe pour éviter que ce soit un peu le bordel, je veux que tu instancies un objet en utilisant la Twig renderer. Donc je peux faire ça avec une méthode qui est dans PHPDI, qui est la méthode object. Donc je veux un objet qui utilise la Twig renderer. Et je vais importer ça aussi pour éviter d'avoir des lignes beaucoup trop longues. Si je fais ça et que je réactualise, il va me dire, moi le problème de Twig renderer, c'est que pour l'initialiser, j'ai besoin de lui passer un chemin. Et on peut le faire directement à cet endroit-là, et en lui dire dans le constructeur, je veux que tu récupères la clé config.view_path. Et dans ce cas-là, il va instancier l'objet Twig renderer
en utilisant une propriété dans le constructeur. Et la propriété la récupère grâce au container. Et encore une fois, il utilisera ici test2 et on voit que ça corrige le problème. Cette approche est plutôt sympa, elle peut convenir. Elle a un inconvénient selon moi, c'est qu'elle rend votre système dépendant de votre container. C'est-à-dire que si j'utilise Pimple, qui n'a pas forcément ces méthodes-là, je vais devoir transformer ce que j'ai écrit ici avec autre chose. Une solution qui est nettement meilleure, c'est de se dire, je vais te passer un factory. Donc dans ce cas-là, vous utilisez la méthode factory sur PHPDI et vous lui donnez une classe qui va servir à instancier justement le renderer. Donc nous, dans notre cas, on imagine avoir une classe Twig Renderer Factory. Donc cette classe, on va le mettre dans le dossier src, puis framework, ça concerne vraiment le framework. Donc là, je vais créer un Twig Renderer Factory.php. Donc les factories, peu importe le container que vous utilisez, vont toujours fonctionner de la même manière. Ça va être une classe. Alors d'abord, on va la situer dans le bon namespace, sinon on ne va pas forcément aller bien loin, qui va se situer dans framework, et ensuite renderer. Cette classe va donc s'appeler Twig Renderer Factory, et ce qu'elle va faire, c'est simplement avoir une méthode invoke qui va prendre en paramètre une instance du container interface. Globalement, plutôt que de mettre la fonction directement dans notre configuration, on va la mettre dans une classe dédiée. L'avantage, c'est que là, je peux faire une construction beaucoup plus complexe. Mais pour le coup, c'est relativement simple. On fait un return new Twig Renderer et on lui passerait le chemin que l'on peut récupérer en faisant container get. Et je me dis que ce serait peut-être plus logique de l'appeler view.path. Ouais, comme ça. Donc là, au niveau de ma configuration, je change ici pour un views.path. Le renderer interface, je lui demande d'utiliser la factory que je viens de créer, qui est la Twig Renderer Factory. Et c'est tout ce que l'on a à faire. J'importe le namespace pour me simplifier un petit peu la vie. J'enlève ce Twig Renderer parce que je n'en ai plus besoin. Et lorsque je réactualise la page, ça refonctionne correctement. Et histoire de faire les choses vraiment correctement, je vais lui dire ici qu'est-ce que je renvoie. Je vois un Twig Renderer. Voilà. Un autre avantage de PHPDI, c'est qu'il est capable de gérer l'auto-wiring. Si une classe a besoin du renderer interface, il va être automatiquement capable de lire la configuration. Un petit exemple pour vous montrer les choses, c'était qu'au niveau de mon app.php, lorsque je charge un module, je faisais un new module, je lui passais le routeur et je lui passais les dépendances et je lui passais le renderer. Plutôt que de faire ça, je vais directement demander à PHPDI, donc mon container, d'instancier mon module. Donc ça veut dire que mon application a maintenant besoin de mon container. Donc je vais changer sa signature et je vais lui dire tu n'as plus besoin de ce second tableau. Par contre, en premier paramètre, tu prendras un objet qui implémente la container interface. Donc ici, ça sera container interface container. Et en second paramètre, je te passe le tableau de module. Je vais retirer l'initialisation du routeur. Je le retire, le réexiste et tout ça, et pour chaque module, plutôt que de l'initialiser manuellement, je vais demander à mon container de le résoudre en faisant container, get, et je récupère mon module. Donc c'est ici, $module. Ça simplifie largement mon code. Je mets à jour la phpdoc, et je vais mettre à jour aussi mon code dans mon index.php. Donc dans mon index.php, j'ai maintenant mon container, je retire cette partie-là, je retire mes vardump, et lorsque j'initialise mon application, je lui passe en premier paramètre le container et en second paramètre la liste des modules. Mon module bloc module, il a besoin d'une renderer interface que mon système va être capable de résoudre parce qu'il est dans ma configuration maintenant. Par contre, le souci, c'est que le routeur, il ne saura pas comment le créer. Donc là, de la même façon comme pour la configuration, je vais lui indiquer comment définir le routeur. Donc ma classe routeur, il me semble qu'elle était relativement simple à construire. Effectivement, elle a besoin de rien. On pourra demain lui passer de la configuration supplémentaire pour lui dire par exemple, il faut que tu mettes du cache ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, effectivement, elle est simple. Donc je peux lui dire, lorsque l'on aura besoin d'une instance du routeur, tu vas simplement construire l'objet. Et on n'a pas besoin de lui passer de paramètres parce qu'il comprend que c'est la clé qui est utilisée comme nom de classe. Si maintenant je réactualise ma page, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça fonctionne. Si je me rends sur /blog, j'ai une petite erreur au niveau du app.php à la ligne 45. Alors on va débugger ça. Dans mon app.php,
ligne 45, il y a un problème avec le routeur. Effectivement, mon application n'a plus l'instance du routeur. Donc là, il va falloir que je change légèrement les choses. Je vais stocker le container en propriété. Donc je fais this container égale container. Je vais déclarer une propriété privée qui va s'appeler container. Et ça va être une propriété qui implémente la container interface. Et à cet endroit-là, lorsque j'ai besoin de mon routeur, donc à la ligne 45 qui buguait, ben je vais utiliser le container. Donc je fais container et je récupère mon instance du routeur. Donc là, je lui passe directement le nom de la classe en clé et le container va être capable de le résoudre. Donc là, attention, c'est this container get mon routeur. Et ensuite, j'utilise la méthode match. Alors je regarde si j'ai besoin du routeur qu'une seule fois, donc je peux laisser ça comme ça. Ou ce que vous pouvez faire si vous voulez que ça soit un petit peu plus clair, c'est créer une variable routeur et ensuite utiliser cette variable-là. Donc on fera encore mieux un petit peu plus tard, on séparera complètement le routeur de notre application, mais je veux qu'on avance un petit peu, donc on va pas forcément refactorer maintenant. Si je réactualise ma partie blog, j'ai maintenant mon blog qui s'affiche correctement. Et ça, c'est un petit peu magique. Dans mon blog module, je lui demande j'ai besoin du routeur et du renderer interface, et c'est le système qui a fait de manière automatique la correspondance. Mon container a dit, pour initialiser au moment où je le fais dans mon app.php, là, au moment où je fais ça, il voit mon module, blog module, il regarde son constructeur et dit ah, j'ai besoin d'une instance de routeur et de renderer interface. Est-ce que j'ai une clé pour routeur? Oui, j'ai une clé et je sais comment la résoudre. Est-ce que j'ai une clé pour renderer interface? Oui, j'ai une clé, je sais comment la résoudre. Et du coup, il est capable de faire fonctionner le tout seul. Et il pourra faire ça pour pas mal de choses. Maintenant, je me dis, je pourrais carrément étendre ce système-là et utiliser ce container aussi pour la configuration. Un truc qui serait vraiment pas mal, ça serait que on puisse définir le préfixe /blog directement au niveau du container. Et au-delà de ça, on pourrait se dire, ça serait intéressant que chacun de nos modules puisse avoir une configuration. Par exemple, on aurait ici notre blog module qui aurait un fichier config.php. Dans ce fichier config.php, on lui retournerait un tableau. On imaginerait par exemple avoir un blog.préfixe et on dirait ça serait /blog. Et après, ce préfixe, je vais lui passer un paramètre au niveau de son constructeur. Ici, ça serait préfixe. Donc, ça serait une chaîne qui s'appellerait préfixe au niveau de notre routing. Chaîne que je pourrais utiliser à la fois à cet endroit-là et à cet endroit-là. Du coup, notre constructeur est beaucoup plus difficile à résoudre parce que là, préfixe, lui, il ne sait pas à quoi ça correspond. Si j'essaie de réactualiser la page, il va me sortir justement cette erreur. Préfixe, effectivement, comment je dois le construire. Donc il faut que je lui explique comment instancier le blog module. Donc à cet endroit-là, on va maintenant lui dire, pour le blog module, voilà comment tu dois l'instancier. Tu dois créer un objet, et ensuite au niveau du constructeur, tu vas changer juste un paramètre, et ça sera par exemple le paramètre ici préfixe, et ça sera la valeur qui sera dans blog.préfixe. Donc ici, je mets get blog.préfixe. Alors je vais juste charger les namespaces, voilà, ça on va l'importer aussi. Donc on mettra use, donc ça sera dans le namespace anti/di, anti/. Alors c'est pas des objets pour le coup, c'est simplement des fonctions, donc on mettra use function, et on va importer object, et on va aussi importer get. Voilà, donc à cet endroit-là, j'ai maintenant plus besoin de m'embêter à mettre di, je mets simplement object et get. Voilà. Maintenant que cette configuration est écrite, elle ne va pas être utilisée comme par magie. Il va falloir lui dire, lorsque tu charges mon projet, je veux que tu utilises les containers pour chacun de mes modules. Donc au niveau de mon application.php, je ne vais plus lui passer le container, je vais simplement lui passer la liste des modules. Et tous les modules que j'écrirai n'auront pas forcément besoin d'écrire de la configuration. Donc là, je me dis, au niveau de mon framework, je vais créer une classe module.php. Je vais placer cette classe dans le namespace framework et cette classe, tous les modules qui sont définis dans mon application vont étendre de cette classe-là. Donc je vais créer une classe module qui va simplement avoir une constante qui va s'appeler container. Donc cette constante sera publique et elle aura comme valeur nul. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. Maintenant, mon blog module, je vais lui dire il va étendre de la classe module
Et je vais écraser la constante container et lui dire que pour lui, le container, c'est dans le dossier courant, donc c'est __dir, et ensuite je vais aller charger le fichier config.php. Et l'avantage, c'est que maintenant je peux utiliser cette constante pour savoir si oui ou non le module a besoin d'un container. Alors d'ailleurs, ça va être plutôt une définition, donc on va l'appeler definitions avec un S, et on va le changer aussi dans le module. Donc au niveau de ma construction, ici, c'est tout au démarrage de mon application. Je vais créer une variable module qui sera le tableau contenant la liste des modules. Voilà. Ensuite, lorsque je fais mes add definition, je vais parcourir l'ensemble des modules. Donc je vais mettre for each module as module sans S. Si jamais on a un module qui a la constante definitions qui n'est pas à nul, dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est que l'on récupérera cette définition et on la rajoutera. Dans ce cas-là, on fera un builder add definitions et on va rajouter la définition qui se situe dans le dossier spécifié par la constante definitions. Ce qui permet ainsi à chaque module de rajouter de la configuration supplémentaire au niveau de notre container. Une fois que c'est fini, on construit notre container et ensuite on le build. Et là, je passe directement le tableau de modules. Et ici, hop, je fais attention, il n'y a pas d'S. Si maintenant je me rends sur ma page et que je réactualise, je vois bien que j'ai bienvenue sur mon blog. Notre système nous permet en plus maintenant dans la configuration de lui dire bon le blog aura un préfixe qui sera par exemple /news. Si je fais ça, alors attention avec une virgule, et que je réactualise la page, la partie blog est censée nous renvoyer /news. Et le /blog est censé nous renvoyer une erreur 404. Alors ça ne le fait pas parce qu'il faut faire attention à l'ordre. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer les choses et dans quel ordre vous voulez faire la configuration. Donc le config.php de base, on va s'imaginer le charger en premier. Par contre, on va s'imaginer que le config.php qui est ici, lui serait chargé en dernier. Ce qui veut dire que si on veut override, c'est-à-dire écraser de la configuration, on le fera dans ce fichier de configuration. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est séparer ça dans plusieurs autres fichiers. Là, à vous d'imaginer comment vous voulez organiser les choses. Et dans la partie viewpath, ça on va le retirer. Mais si je souhaite maintenant écraser la configuration du blog, il me suffit de définir le blog préfixe et mettre /news. Lorsque je vais réactualiser la page, effectivement, /blog n'existe pas. Et maintenant, tout est dirigé sur /news. Donc ce système peut vous permettre comme ça de configurer les choses plus simplement et d'améliorer votre dépendance. L'avantage, c'est que maintenant chaque module est responsable de sa propre définition et peut dire, moi tiens, je vais créer une nouvelle variable de configuration et dans mon système, j'ai besoin de cette classe-là et voilà comment l'instancier. Ce qui fait que demain, si j'ai besoin d'une blog module en dehors de mon système, il pourra être instancié automatiquement grâce à cette partie définition. Et ça, c'est super intéressant. Autre petit détail que l'on va changer, on aura fini avec ce chapitre-là et on commencera à attaquer la partie blog. On ne va pas rester non plus trop longtemps sur cette partie configuration et design entre guillemets de notre classe. On continuera à l'améliorer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui me gênent encore. Donc au niveau de mon blog module, le module, on va se dire, il a seulement comme responsabilité de rajouter des choses au niveau du routeur ou de rajouter de la configuration grâce à la définition. C'est pas lui qui doit être responsable de la partie traitement des requêtes, sinon il fait trop de choses. Donc ce que l'on va faire, c'est plutôt créer un nouveau type de classe qu'on va appeler des actions. Donc je vais créer dans le namespace blog un nouveau dossier action avec un S, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler blog action pour le moment. Mais on pourra s'imaginer séparer ça encore mieux. Donc dans ce blog action, je le place dans le namespace blog, et ensuite le namespace action. La classe va s'appeler blog action, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reprendre un petit peu ce que l'on avait là. Donc ici, c'est ces deux choses-là. Donc la requête, c'était quelque chose qui implémentait la request interface. Voilà. C'est censé renvoyer une simple chaîne de caractères, impeccable, et ça aura besoin du renderer. Donc si j'ai besoin du renderer, il faut que je change le constructeur. Donc je fais public function _ construct, et je lui dis, et ça c'est grâce à mon système de container, j'aurai besoin du renderer, j'initialise ce renderer et je n'ai rien à faire de plus. Automatiquement, mon container sait comment implémenter ce renderer et il l'injectera tout seul. Donc ça permettra de rendre les vues et normalement c'est tout. Ensuite, ce que je me dis, c'est que ça serait bien au niveau de mon système, du coup je n'ai besoin que du routeur, et là,
plutôt que de lui passer quelque chose de collable sous cette forme-là, je te dirai, je veux que tu utilises le block action. Donc, ce sera simplement pour l'instant une chaîne de caractères qui contiendra l'action à appeler. Donc ça me permet de ne plus avoir besoin d'injecter le renderer. J'ai quand même besoin du renderer pour ajouter le path en fait. Voilà. Mais ça me enlève toute cette logique-là. Logique de traitement de requête qui n'a pas sa place à cet endroit-là. Et ici, je fais simplement renderer. Donc si vous avez compris, j'insiste vraiment parce que c'est important. Notre bloc module est chargé de bootstrapper, c'est-à-dire de configurer les choses. Rajouter des définitions, modifier, rajouter des routes au niveau du routeur et ensuite rajouter des chemins de chargement pour le renderer par exemple. Mais c'est tout. C'est pas lui qui sera responsable du traitement d'une requête. Ce qui est responsable du traitement d'une requête, c'est le block action. Ce block action, je lui passe sous forme de chaîne de caractères. Et c'est le container qui va créer cette classe-là. Et pour que cette classe-là soit callable, il faut qu'elle ait une méthode invoke. Donc ici, je vais créer une nouvelle méthode. Alors, après le constructeur, ça va être une méthode publique function qui va s'appeler _invoke. Alors cette méthode, comme la méthode index et show, elle sera appelée avec la requête. Donc elle prendra en paramètre la requête. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle appellera index ou show suivant les besoins. Donc on va lui dire, si on a un attribut slug, if request get attribute et je récupère le slug. Donc là carrément c'est, est-ce qu'on a une méthode as attribute? Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker le slug temporairement. Voilà. Donc si le slug est défini, dans ce cas-là, je vais directement appeler la méthode show et je vais lui passer le slug. Si ce n'est pas défini, dans ce cas-là, je vais appeler la méthode index et je ne lui passe rien. Pour le moment en tout cas. Je n'ai plus besoin de ce request à cet endroit-là. Je n'ai plus besoin de ce request, mais je recevrai un slug à cet endroit-là. Ce qui me permet de simplifier légèrement le code ici. Et ça me simplifiera aussi les tests unitaires plus tard. Et au niveau de mon invoke, je retourne dans ces deux cas. Et même, je peux simplifier légèrement mon code temporairement en mettant ça. En l'état, ça ne marchera pas directement parce que lorsque je vais actualiser, il va me dire « Mais moi, je m'attendais à avoir une instance de callable et tu m'envoies une chaîne de caractères. » Effectivement, dans mon app.php, si je descends un petit peu, ici, je lui disais « Tu récupères le callback et ce callback, tu l'appelles avec la request. » Le problème, c'est que getCallback, maintenant, ça me renvoie une instance, ça me renvoie une simple chaîne de caractères. Donc là, je vais transformer ça en objet en utilisant mon container. Donc je ferai container get root getCallback. Et le container, il est dans la propriété vis. Et là, ça devrait fonctionner. Si ce n'est qu'au niveau de mes routes, il faut que je change la signature de mes fonctions. Donc lorsque je le définis, le callback ne sera pas forcément un callable. Ça peut être soit une chaîne de caractères, soit un callable. Donc je suis embêté, je ne peux plus le faire. Donc je ne mets rien. Je vais utiliser la phpdoc pour documenter ça correctement. La chaîne de caractères, le nom, ça sera bien une chaîne de caractères. Mais le callback, ça sera soit une chaîne de caractères, soit un callable. Voilà. Au niveau de mon retour dans la partie getCallback, ça ne sera pas nécessairement un callback. Et ça pourrait être plusieurs choses. Donc là, de la même manière, je lui précise, ça retourne soit une chaîne de caractères, soit un callable. Et après, c'est bon. Ce qui veut dire que, au niveau de cet endroit-là, je pars du principe que j'ai une chaîne de caractères ici, mais je peux parfois avoir un callable. Donc là, je vais stocker le callback dans une variable, égale root getCallback. Du coup, ici, je vais lui dire if isString, donc mon callback. Si mon callback est une chaîne de caractères, dans ce cas-là, il va falloir que tu l'instancies. Et tu l'instancies grâce au container. Et après, ça me permet de simplifier légèrement ce code-là. Voilà, globalement, je rajoute à mon système la possibilité de recevoir un callback sous forme de chaîne de caractères. Donc on est plutôt pas mal. Et si je réactualise, il me dit l'argument passé à frameworkRouter doit être un callback. Et effectivement, j'ai changé pour l'instant la définition d'une route, mais il faut que je change aussi la définition de mon routeur. Donc dans mon routeur, la méthode get ne prend pas nécessairement un callable, mais elle prend soit un callable, soit une chaîne de caractères. Si je réactualise, je me retombe bien sur bienvenue sur mon blog. Et de la même façon, je peux cliquer ici et je vais arriver sur mon article 1. Et je vois que ce n'est pas le cas.
Pourquoi? Parce que si je reviens au niveau de ma vue, donc c'était la vue index.twig, j'utilisais le routeur et j'utilisais la méthode generateURI pour obtenir mon système. Et là, j'ai enlevé tout à l'heure le add global qui permettait d'injecter le routeur. Donc forcément, on a un petit problème. Une manière beaucoup plus propre de travailler serait d'utiliser les extensions de Twig qui nous permettent de rajouter des méthodes. Donc au niveau de mon routeur ici, je m'imagine créer un routeur Twig extension. C'est une classe qui va se situer dans le namespace router, anti/root, et qui est dans le dossier framework. Alors, j'ai failli écrire n'importe quoi. C'est ce namespace là. Et ensuite, non, c'était juste router. Impeccable. Je crée ma classe router Twig extension. Et cette classe va étendre de Twig extension. Donc ça, c'est nécessaire pour fonctionner. À l'intérieur, je vais donc créer une méthode getFunctions qui permet d'ajouter des nouvelles fonctions au niveau de Twig. Et je vais retourner un tableau. Et on va créer une nouvelle simple fonction. Donc on fait un new simple function. Et on lui passe en premier paramètre le nom de la fonction. Ça sera path. Et en second paramètre, la méthode à appeler. Donc on va appeler une méthode sur cet objet que l'on va appeler path_for. Ensuite, je crée ma fonction path_for. Et au niveau de ma vue, je m'imagine l'utiliser de la manière suivante. Je ferai simplement, plutôt que de faire tout ça, path, je lui passe en premier paramètre le nom de la route. Donc ici, ce sera une chaîne de caractères qui sera le chemin. Et en second paramètre, je lui passe les données. Donc là, ça sera les paramètres. Donc ça sera array params. Et ça sera par défaut un tableau vide. Cette méthode nous renverra simplement une chaîne de caractères. Le problème, c'est que pour obtenir ce chemin-là, ce que j'aimerais bien faire, c'est récupérer le routeur et appeler la méthode generateURI. Pas de souci, je vais pouvoir utiliser les capacités de mon injecteur de dépendance. Donc au niveau de cette classe-là, pour fonctionner, elle a besoin d'être construite avec une instance du routeur. Instance du routeur dans mon namespace framework. J'initialise cette variable-là en propriété privée. Donc je me retrouve maintenant avec le this_router. Et lorsqu'on demandera d'appeler cette méthode-là, je ferai simplement un return this router generateURI. Je lui passe en premier paramètre le nom du chemin et en second paramètre les paramètres. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Là, j'ai créé un système qui va permettre de relier à Twig mon système de routeur. Maintenant, il faut que je rajoute cette extension au niveau de mon Twig. Où je peux le faire? Je peux le faire dans mon factory. Donc dans mon Twig renderer factory, c'est ce qui permet d'instancier Twig, je faisais simplement un new Twig renderer. Et à l'intérieur, je faisais un new loader file system et un new Twig. Ce que je peux m'imaginer pour avoir une meilleure séparation, c'est que cette classe-là, le Twig renderer, il ne serait pas responsable de construire Twig. S'il construit Twig, il ne serait pas forcément exportable. Ce que je peux me dire, c'est plutôt, cette classe-là, elle va directement recevoir d'une part le loader et d'autre part Twig. Donc à cet endroit-là, je lui passe deux paramètres. Un premier paramètre qui serait le Twig loader. Donc là, on l'appellerait $loader et ça serait une instance du Twig loader file system. Donc là, je pourrais même lui dire, tiens, je pourrais simplement avoir besoin de l'interface loader. Le problème, c'est que, attention, on pourrait, mais en vrai, ça ne marcherait pas pour la bonne et simple raison qu'on utilise dans la méthode addPath la méthode addPath sur le loader. Méthode qui n'est pas une méthode dans l'interface. Si je teste ça, hop. Vous voyez, l'interface, elle définit juste ces méthodes-là. Donc, elle ne définit pas la méthode addPath. La méthode addPath est propre au Twig loader file system. Donc là, on est obligé de préciser l'implémentation et non pas l'interface. Et j'attends en second paramètre un Twig environment. Ces deux propriétés, je les initialise. J'ai quasiment rien à changer, j'ai juste à faire ça et ça. Et c'est notre factory qui va être chargé de faire la logique. Alors, cette séparation offre l'avantage maintenant que si par exemple j'ai envie de réutiliser ce Twig renderer dans Symfony, Symfony a déjà au niveau de son système de service ces instances-là. Donc je pourrais passer à mon Twig renderer ces interfaces-là. Et ça me permet de brancher les choses. Alors que si j'avais directement la construction à cet endroit-là, ça me rendrait limite. Ça voudrait dire que si j'importe dans Symfony ou un autre framework, il réinstancie Twig alors que je pourrais le partager avec d'autres choses.
Donc on évite de construire si ce n'est dans les factories. Donc au niveau de mon factory, ben, j'ai juste à lui dire j'ai besoin de créer une nouvelle instance de l'environnement. Donc on va l'appeler loader égale new twig loader file system et je lui passe le chemin qu'on va stocker dans une variable viewPath égale ce truc là. On utilise cette variable au niveau du loader file system, on instancie notre twig en faisant new twig environment. On lui passe le loader en paramètre et on peut en profiter pour dire twig et tiens, je rajouterai bien une extension et l'extension, ça serait une nouvelle instance du router twig extension. Et pour éviter de m'embêter à l'instancier manuellement, je pourrais utiliser le container. Donc je lui demande une nouvelle instance du router twig extension. Voilà. Et c'est le container qui se charge de résoudre les dépendances. Maintenant que mon twig est bien configuré et mon loader aussi, je peux les envoyer à mon twig renderer. Si je réactualise la page, je vois bien que quand je clique sur article, j'ai bien la bonne URL qui a été résolue. Donc ça, c'est une première façon de faire les choses. Une autre technique qui est plus basée sur de la configuration, donc là après à vous de voir ce que vous préférez faire, c'est au niveau de votre configuration générale, vous pourriez avoir une clé qui s'appellerait twig par exemple .extensions. Et dans cette clé-là, vous mettriez un tableau et vous lui direz bon, ben, je vais avoir une nouvelle extension et pour l'obtenir, il faudra que tu appelles le twig router, alors où c'était router twig. C'est router twig extension. Voilà. Et au niveau de mon factory, ben, plutôt que de faire ça, je peux lui dire bon, ben, est-ce que dans mon container, j'ai une clé qui s'appelle twig.extensions. Si j'ai une clé qui s'appelle twig.extensions, je parcours ce tableau-là. Donc je fais un for each $container hop, get et je récupère les extensions. Hop. Je les sauvegarde dans une variable que je vais appeler extension et je vais lui dire pour chacune, ben, je veux que tu rajoutes l'extension comme ceci. Voilà, ça fait un peu des boucles, mais ça a l'avantage d'être extensible. Si je réactualise ma page, j'obtiens toujours le même résultat et si je me rends sur la page précédente, je vois que ça fonctionne. J'ai toujours mon URL. Alors cette méthode-là a un avantage principal, c'est qu'il permet de créer de nouvelles classes. Si je vous donne un exemple concret, on va s'imaginer créer une nouvelle classe ici qu'on va appeler démo extension. C'est vraiment pour l'exemple, on ne l'utilisera pas. Je me dis, allez, on est parti. Je vais dans le namespace blog. Je crée ma classe demo extension qui va donc extend de twig extension. Cette classe-là va avoir une simple méthode getFunctions qui va retourner mon tableau qui va contenir une new simple function et on va l'appeler démo et ça appellera this démo. Et on n'oublie pas les points virgules, on crée la méthode démo et cette méthode se contente de retourner salut. Au niveau de mon twig, dans ma partie show par exemple .twig, je me dis bien, j'aimerais bien utiliser cette super méthode démo, qui fait des tonnes de choses pour le moment. Si je vais sur ma partie show, pour l'instant elle n'existe pas. L'avantage de ma configuration, c'est qu'on peut s'imaginer que mon blog module, il a besoin de rajouter des extensions au niveau de twig, et il pourrait faire twig.extensions, et il rajouterait des choses. Donc on a une méthode add au niveau de PHPDI qui permet de dire s'il y avait une clé, tu la gardes et tu rajoutes en plus ce tableau-là. Et là, je lui rajouterai ben, mon démo extension. Voilà. Si maintenant je réactualise, il me sort une petite erreur. Oui, effectivement, autant pour moi, tout ce qui est dans le module blog, entre guillemets, c'est dans un sous-module app. Voilà, app anti-slash. Ça doit être bon à cet endroit-là et dans ma partie configuration, il faut que je n'oublie pas le /app. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, j'ai bien mon salut qui s'affiche. Cette manière de configurer les choses nous permet du coup d'avoir de la configuration qui va pouvoir étendre des choses. Donc des modules vont maintenant être capables de rajouter des extensions. On pourrait imaginer avoir des choses beaucoup plus complexes. Donc pour le coup, je vais préférer garder cette optique-là. Donc je vais retirer ce démo extension qui n'a pas de sens ici et laisser ma configuration à cet endroit-là pour définir les choses. Donc on mettra toutes les extensions que l'on souhaite rajouter à Twig directement à cet endroit-là.
Et c'est notre factory qui va être chargé de récupérer ces extensions-là et de les utiliser pour générer, pour ajouter des extensions. Et ensuite utiliser le loader et le twig pour notre twig renderer. Donc ça permet véritablement d'être assez modulable parce qu'on va pouvoir rajouter des choses et utiliser les factories pour pouvoir construire les choses. Donc pour bien nous organiser, ça va toujours être de la même manière. Nos classes doivent être simples. Elles ne doivent pas dépendre du container ou dépendre de ce genre de choses. Les seules choses qui peuvent dépendre du container, ça va être vraiment les factories. Parce que les factories vont prendre des clés un petit peu à droite à gauche et construire un objet. Donc les containers seront pas forcément, les factories seront pas forcément testables entre guillemets, mais vraiment il faut penser que les classes elles doivent l'être. Donc il ne faut pas qu'elles dépendent de 3 tonnes de variables de configuration, ce genre de choses. C'est le factory qui va être responsable de ça. Donc là vous voyez qu'on a déjà une organisation qui est beaucoup plus sympa. L'avantage c'est que si demain je décide, et par demain je veux dire dans les prochains chapitres, j'ai besoin de faire un appel à ma base de données, au niveau de mes actions, je vais lui dire tiens j'ai besoin de ma base de données. Et dans cette base de données, ensuite, je ferai mes requêtes. Si j'ai besoin de tester le code qui se situe ici, je pourrais lui passer une fausse instance de database et ensuite lui dire je fais un faux appel à la... Enfin, je n'appelle pas vraiment la base de données. Voilà les objets que va renvoyer par exemple cet appel-là. Et du coup, je pourrais tester les choses de manière totalement indépendante. Et ce qui permet de faire la glue entre tout ça, c'est notre container d'injection de dépendance. Ici PHPDI, mais on pourrait passer par autre chose. Comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'on a besoin de récupérer une clé, on utilise vraiment la méthode get, une méthode qui est dans le PSR11. Si vous voulez utiliser ou tester d'autres containers, vous pouvez le faire, sachant que c'est la partie configuration qu'il faudra changer. Donc c'est-à-dire qu'il faudra changer la méthode de configuration et du coup changer dans votre index.php cette méthode-là pour ajouter les définitions. Ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est aussi la partie chargement de modules, peut-être la mettre dans une classe. Pour l'instant, elle est relativement simple, donc on va la laisser là, mais après, libre à vous un petit peu d'adapter les choses. Une petite piste pour l'évolution aussi, alors on va pas forcément le faire tout de suite dans les prochains chapitres, on va avancer sur la partie blog, histoire de voir des cas concrets et déjà de mettre à l'épreuve notre configuration et notre manière de travailler. Mais une chose que, pour l'instant, qui ne me convient pas forcément très bien, c'est dans ma partie app.php. Hop. La partie run est responsable déjà de beaucoup de choses. On voit qu'elle contient beaucoup de code, donc ça sera intéressant de le séparer. Surtout ça n'a pas du tout de sens que ça soit à cet endroit-là, donc on utilisera un découpage en middleware plus tard. Ce qui permettra en fait de ne plus rendre notre application dépendante du routeur, parce que pour l'instant dans la partie run, elle a besoin du routeur et ça n'a pas forcément de sens. Donc on créera et on séparera en middleware histoire de limiter la fonction run à son strict minimum. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose d'attaquer la partie blog et de découvrir comment mettre en place la structure de la base de données et comment bien nous organiser à ce niveau-là. Et avant de nous quitter, petit oubli de ma part, on va commit nos changements. Donc on fait un coup de... Alors c'était vendor bin php cbf, histoire de corriger les petites erreurs. Alors j'ai codé un petit peu n'importe comment, donc il envoie pas mal. Ensuite je fais un git statut, histoire de voir les différents fichiers qui ont été modifiés. Alors il y en a qui apparaissent directement modifiés parce que quand j'en crée un nouveau fichier, il me propose directement de l'ajouter à Git. Mais ici, je regarde le config.php. Celui-là, pour l'instant, on va le versionner, mais demain, on le retirera. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc je fais un coup de git add. Et on va faire git commit-m, ajout du container phpDI. Et là, mince, j'ai oublié de faire les tests. Donc on va faire un petit coup de vendor. Bon, dans tous les cas, je pense que les tests ils sont bien pétés depuis pas mal de temps vu qu'on a modifié le app. Je vérifie juste que tous les tests qui échouent concernent bien le app. Donc on voit bien que c'est le app test qui échoue à toutes les étapes, donc c'est bon. Bon, en général, on ne commit pas vraiment quand il y a des changements, mais vu qu'on est dans une étape où on va faire du refactoring, et dans tous les cas on reparlera du test de l'application, on peut commit ça. Donc là, c'est impeccable.